Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, samedi 13 septembre 2025. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Nous débutons ce journal avec la campagne agricole 2025 qui s'annonce bonne avec déjà de nouveaux produits qui sont sur les marchés dans plusieurs régions du Niger. Dans ses prévisions météorologiques, la Direction nationale de la météo a annoncé la poursuite des pluies jusqu'au mois d'octobre. Si cette tendance se maintient, la récolte serait meilleure à la grande satisfaction des consommateurs. Reportage Nefissa Haya et Sadoumi. Visible sur presque tous les marchés et provenant pour la plupart du marché Katako de Niamey, les produits dits de saison comme le onzou ou le haricot vert sont produits au Niger. Disponibles en grande quantité du fait de la générosité de la campagne agricole cette année, ces produits sont revendus par les jeunes à Niamey. Je vends le onzou ici au marché Haboutegui de Yantala. Nous l'achetons au marché Katako pour ensuite le revendre. Nous arrivons à tirer notre épingle du jeu. Malgré leur disponibilité, ces produits restent très chers selon les clients. Ces produits-là, c'est des bons produits qui sont bons pour la santé. Vraiment, moi j'apprécie beaucoup ce genre de produits-là. Parfois, il y a les saisons qu'on ne les trouve pas, mais parfois on les trouve. Mais actuellement, là, on en a beaucoup. Vous voyez, non? On en a beaucoup, mais c'est un peu cher. C'est un peu cher. C'est bon pour l'organisme. C'est bon pour surtout le haricot, tout ça là. C'est bon pour l'organisme. Pour les revendeurs, ces produits de saison, comme tous les autres produits, ont connu une hausse du fait de la morosité économique. Merci Nafissa. Ils sont nombreux ces enfants qui se livrent à la mendicité dans les rues de Niamey particulièrement. Beaucoup d'entre eux se retrouvent dans d'autres travaux. Malgré qu'ils soient protégés juridiquement, ces enfants qui déambulent à travers la ville sont exposés à tous les risques. Quelles sont les dispositions prévues dans le code pénal nigérien pour protéger ces êtres? Le magistrat Sani, donc Nani Aboubakar Soli, ancien juge des mineurs, explique. Lorsque vous prenez le code pénal, et notamment en son article 181, il prévoit une sanction pénale allant de 6 mois à 1 an d'emprisonnement et pour les parents donc des enfants âgés de moins de 18 ans et qui se livrent habituellement à la mendicité. Et la même sanction pénale est également valable pour les personnes qui invitent les enfants âgés de moins de 18 ans à pratiquer la mendicité. La même sanction pénale de 6 mois à 1 an d'emprisonnement prévue par l'article 181 du Code pénal est également prévue en ce qui concerne les personnes qui tirent donc profit de la mendicité, c'est-à-dire ceux qui sont responsables et de ce qu'on appelle l'exploitation de la mendicité d'autrui. Maintenant, de l'autre côté, lorsque vous regardez l'ordonnance numéro 2010-86 du 16 décembre 2010, les relatives à la lutte contre la traite des personnes, et en son article 10 plus précisément, elle prévoit également une sanction pénale qui peut aller de 5 à 10 ans d'emprisonnement. Donc pour les personnes en tout cas qui sont coupables de ce qu'on appelle la traite des personnes. Qu'est-ce qu'on entend par traite des personnes? La traite des personnes, c'est le fait par exemple de recruter, le fait de transporter, d'héberger, de transférer ou d'accueillir donc une personne à travers un certain nombre de moyens qui sont la menace de recours à la force ou les recours à la force et par fraude, enlèvement, donc ou d'autres formes de contrat. Le téléphone portable est de nos jours incontournable dans les activités sociales et économiques, un outil donc indispensable dans la vie quotidienne. Cependant, cet outil aux multiples avantages présente également des conséquences, notamment au sein des foyers où il pourrait être la source de problèmes entre les couples. L'utilisation des téléphones portables et ses conséquences entre conjoints
C'est dans ce dossier signé Nadia Hassan et Ibrahim Abdou. Le téléphone portable est devenu un outil incontournable, presque un prolongement de nous-mêmes. Rester en contact avec nos proches, accéder à l'information en un clic. Mais derrière cette apparence facilitée se cachent aussi des défis et des tensions au sein des foyers. On a constaté qu'il est en train d'agir dans la distance qui est réelle pour la réduire, nous rapprocher autrement. Mais en même temps, si on doit regarder, scruter de très près dans la cellule familiale, on a comme l'impression qu'il augmente la distance, qu'il sépare le couple. Alors que vous êtes dans le même salon, chacun est câblé sur son portable. Donc il est en communication avec le monde extérieur. Et c'est cette distance qu'il a créée à l'intérieur des cellules familiales qui est à la base des suspicions, des doutes, et qui amène beaucoup des épouses à vouloir fouiller à l'intérieur du portable pour savoir. En fait, lorsqu'on était ensemble, physiquement, dans la même chambre, dans le même salon, mais il était en communication avec qui? On voulait savoir. Et c'est ça qui crée cette envie, ce désir de vouloir fouiller pour savoir avec qui il était en communication. Et je pense que malheureusement, ça constitue la source de beaucoup de divorces, de beaucoup de problèmes qui naissent et qui grandissent dans nos cellules familiales ou dans nos foyers. Donc, ça a un avantage évident. Faciliter les interrelations, faciliter la communication, mais il faut reconnaître que malheureusement, ça a un impact et ça joue, ça constitue un facteur, en tout cas de nos jours, de divorce, de taux élevés de divorce, mais aussi de conflits à l'intérieur des cellules familiales. Abdelaziz Moussa, qui a fait face à ce problème où il surprend sa femme en train de fouiller son téléphon. J'ai été victime de ce comportement déplacé des femmes. À mon insu, ma femme a pris mon téléphone. Après l'avoir fouillé, du coup, elle a commencé à larmoyer. Je lui ai demandé qu'est-ce qui ne va pas. Elle m'a juste dit qu'elle a tout effacé. Et je ne sais pas ce qu'elle a vu dans mon téléphone. Fouiller le téléphone de son mari signifie le non-confiance est formellement interdit par la religion islamique, car la plupart des divorces de nos jours sont causés par le manque de confiance. Vraiment, c'est pas conseillé à une femme de prendre le téléphone de son mari. En tout cas, si ma femme prend mon téléphone pour fouiller, ce qui est sûr, je vais la chasser. Qui touche les téléphones de leur mari, c'est pas du tout bon. Parce que c'est un acte, ce n'est pas la femme elle n'a pas le droit de prendre le portable de son mari. Mais le mari a le droit de fouiller le portable de sa femme. La femme n'a pas le droit de toucher le téléphone de son mari. Et c'est sa vie privée. Lui, il peut prendre ton téléphone pour fouiller, mais toi, tu n'as pas le droit. Le problème vient parfois des hommes. Parce que dès que tu commences à cacher certaines choses à ta femme, au début, tu ne caches pas ton téléphone. Mais dès que tu commences à cacher ton téléphone ou à sortir pour aller décrocher, à faire des messages nocturnes, là, elle va se faire une idée. Directement, elle va aller prendre le téléphone pour dire il faut que je sache ce qui se passe. Et c'est un problème. Fouiller le téléphone de son conjoint, c'est ouvrir la porte à la méfiance et fermer celle du respect et rappelle l'utilisateur d'être responsable. Surat al-Hujurat, Allah a évoqué un verset. Il dit que wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da. Ne fouillez pas dans une affaire qui n'est pas aussi claire. C'est-à-dire, vous pensez que ça là c'est ça, il ne faut pas aller. Sinon, ce que vous allez découvrir là, vous allez le regretter. Donc il y a une interdiction formelle du Coran. Tant que vous n'avez pas de preuves tangibles face à une affaire, il ne faut pas aller vers la fille. Et surtout, je ne le dis pas, il ne faut pas que les femmes disent que non, on dit qu'on est inscrit dans une logique de subordination totale. Non. Je parle dans le cadre de ça. Donc la femme, elle encourt vraiment un grand risque, le fait d'aller vers le portable de son mari. Pour
éviter des désagréments dans le foyer dus au téléphone portable, le sociologue donne ce conseil. Il y a 2 éléments sur lesquels on doit agir. Le premier élément, c'est de se faire violence. Que ce soit l'homme ou la femme, éviter de fouiller le portable de l'autre. Ça, c'est vraiment une violence qu'il faudrait se faire. C'est vrai, ça fait mal. Lorsqu'on est ensemble et qu'on constate qu'il est en contact avec quelqu'un d'autre dont on ignore, eh bien, ça peut créer des psychoses. Mais moi, je me dis, lorsqu'on s'est fait un minimum de confiance, il ne faut pas aller chercher au-delà. Parce que, comme disait quelqu'un, même le lait qui paraît clair, à force de vouloir scruter de très près, vous risquerez de trouver des points noirs dedans. Donc, c'est pourquoi il faut avoir ce minimum de confiance et éviter d'aller loin et chercher dans le portable de son conjoint. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est l'autre discipline également qu'on doit se mettre. Parce qu'il faut savoir qu'à chaque chose, un temps. Le portable doit avoir un temps. À partir du moment, peut-être que vous pouvez vous décider qu'à partir de 21h ou à partir de 18h ou à partir de 19h, il n'y aura plus de portable à la maison, sauf en cas d'urgence. Là, vous vous disciplinez et vous allez voir que vous aurez ce temps-là que vous devrez accorder à votre conjoint ou à votre conjointe. À force de chercher des preuves de trahison, certains couples finissent par se blesser. Dans un couple, ce n'est pas toujours la vérité du téléphone qui détruit, mais le poison du doute. Et s'il n'y a plus de confiance dans un foyer, alors la rupture n'est pas loin. Autre pratique contraire au principe de la religion musulmane, Nadia Hassan, c'est bien sûr le port des mèches ou perruques par les femmes pour se faire belles. En tout cas, c'est ce qui nous explique ici Oustaz Halodi Haya. L'islam n'interdit pas la bonne parution. Donc, s'habiller correctement, s'embellir, l'islam n'est pas contre. En ce qui concerne l'usage de la perruque, c'est surtout le changement de la nature de l'ostentation ou encore la matière utilisée qui peuvent causer des problèmes. Quoi qu'il en soit, il y a une interdiction du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam quant au port de la perruque par les femmes. Et d'ailleurs, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a maudit celles qui les portent. Et qui dit maudire, ça a des conséquences parce que la malédiction, ça éloigne des bénédictions d'Allah. Et Dieu seul connaît la portée. Autre aspect de cette édition, parlons du sport. Nous l'annoncions hier, lancement hier, vendredi 12 septembre 2025, dans la soirée de la deuxième édition du tournoi de Maracana. C'était au terrain FUNIAP Bukoki. 8 équipes participent à ce tournoi organisé par le Conseil communal de la jeunesse de l'arrondissement communal Niamey 3, une initiative soutenue d'ailleurs par les autorités de cette entité administrative. Ce tournoi va durer 3 semaines, nous rapporte Ismaël Moumouni et Nasser Seydou. Ainsi est lancée la deuxième édition du tournoi de Maracana de l'arrondissement communal Niamey 3. Cette activité sportive qui est un cadre de raffermissement et relations entre les jeunes et l'initiative du Conseil communal de la jeunesse de l'arrondissement Niamey 3. En tant que conseil de la jeunesse de cet arrondissement communal, d'abord nous avons un devoir qui est primordial, celui d'encourager, assister les jeunes dans toutes les activités qu'ils entreprennent. Donc c'est en ce sens-là toujours une manière de les encourager, les rapprocher les uns envers les autres, créer un climat de stabilité pour que la sociabilité puisse régner de plus. Donc c'est dans ce cadre-là que nous avons initié cette activité sportive qui va permettre aux jeunes de montrer leur talent. Et c'est quoi toujours cette spécificité? Les jeunes qui sont sur le terrain, c'est des jeunes qui n'ont pas eu la chance d'évoluer dans des clubs. Donc
Ce sont ces jeunes-là qui sont là, donc ça vient d'être médiatisé. Et puis quand vous voyez, il y a des potentiels recruteurs, des chefs de club, des Niamey qui sont là et même de l'intérieur. Donc à travers cette occasion, je crois bien qu'il y a des jeunes qui arrivent à se faire distinguer. Ça serait une chance pour eux d'être visibles et puis avoir une chance au niveau de, je ne sais pas, d'un club, plusieurs clubs, on ne sait jamais. Donc c'est vraiment une chance qu'il faut donner aux jeunes, en plus de la sociabilité, de ce rapprochement entre eux là. Donc ça peut être une carrière qui peut toutefois être le début d'une carrière ici. Cette initiative du Conseil communal de la jeunesse de l'arrondissement Niamey 3 est appréciée par les responsables administratifs de la dite commune. C'est une activité qui unit les jeunes entre eux, qui renforce la cohésion sociale entre les jeunes. Et c'est ce que nous souhaitons à chaque moment, que les jeunes soient solidaires pour que la jeunesse puisse aller en avant. L'appréciation par rapport à cette activité, c'est une activité qui a été beaucoup appréciée par l'administrateur délégué de notre arrondissement communal. Ça s'inscrit toujours dans le cadre de la cohésion sociale entre les jeunes. Le message qu'il y a à l'endroit des jeunes, c'est que je devrais assurer que les jeunes soient solidaires entre eux d'abord et que le match joue à toute tranquillité, tout en respectant les différentes règles sportives. Ce tournoi auquel participent 8 équipes de la commune, dont le match d'ouverture a opposé l'AS Poudrière en blanc et l'AS Funiap en vert, va durer 3 semaines. Merci Ismaël. Un autre tournoi qui a débuté il y a quelques instants, c'est celui tournoi de grandes vacances de U20 de la capitale dont le coup d'envoi a été donné il y a quelques instants au terrain du lycée Bosso de Niamey. 8 clubs de la capitale de moins de 20 ans participent à ce tournoi qui va durer 1 mois. Adam Soumana et Nasser Seydou. Ce coup d'envoi marque le début des compétitions, regroupant plusieurs clubs de moins de 20 ans de différents quartiers de la capitale. Enlevé du rideau de ce tournoi, les juniors de l'AS Gendarmerie en bleu croisent ainsi le fer avec l'AS Police de la même catégorie en noir et jaune devant un public venu massivement pour pousser leurs équipes à la victoire. En marge de ce match, le promoteur du tournoi nous donne les raisons qui les ont conduits à organiser un tournoi dans cette catégorie. L'idée des moins de 20 ans, parce que moi je suis quelqu'un qui me projette. Pour moi, on doit se lancer vers l'avenir. On doit préparer l'avenir. Comment préparer l'avenir? C'est d'encadrer les jeunes qui sont prêts à défendre, à prendre le relais de l'équipe nationale. Pourquoi les U20? Parce que investir à la jeunesse, c'est vraiment investir à un avenir radieux. Le Niger regorge beaucoup de talents. C'est pour cela que, on a jugé utile de ne pas faire comme tout le monde, créer des TGV pour les jeunes, les encadrer, les soutenir et aussi les amener jusqu'à atteindre leur apogée. Au promoteur de poursuivre son intervention avec le déroulé des compétitions. Nous avons 8 équipes qui sont, déjà nous avons AS Police et Gendarmerie, nous avons AS Recasement, on a ASEC Junior, on a IB Boss, nous avons AS Référence, on a 2 poules de 4-4. Les premiers et les deuxièmes se qualifient directement en demi-finale. A noter que ce tournoi de moins de 20 ans va s'étaler sur 1 mois et permettra sans nul doute de détecter de jeunes talents qui feront la fierté du football nigérien. Merci Adam Samana. Dans 1 mois donc, nous saurons le vainqueur de ce tournoi qui a débuté cet après-midi. Bonne chance aux participants. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous. Bonsoir.